D'après les entretiens, il m'est apparu que le conjoint n'intervient pas systématiquement comme support dans le travail de raccommodement de son conjoint, pour reprendre l'expression de Corinne Chapuis-Lebar. Preuve en est que plusieurs couples se séparent après cette épreuve. A l'inverse, d'autres victimes survivantes décident immédiatement, après avoir été mises à l'abri, de se marier. Caroline Langlade, par ailleurs, explique que lorsqu'elle sort du Bataclan, la première chose qu'elle dit à son conjoint, c'est, je cite, « À la vie, à la mort, je crois qu'on vient de se marier ». Bien entendu, il s'agit ici d'un mariage symbolique, mais il y a vraiment une idée de bascule et que l'autre devient encore plus cet autrui significatif par excellence. A l'inverse, une autre volontaire expliquait que la semaine qui suivait les attentats, son compagnon, qui n'était pas lui avec elle le soir des événements, lui dit « Oh bah t'es encore là-dessus, t'es vraiment obsédé, il va falloir passer à autre chose ». Cette volontaire explique que c'est cette réflexion qui a finalement mis fin à leur relation. Je distingue premièrement des éléments qui ont trait à la configuration conjugale avant les attentats et d'autre part les circonstances dans lesquelles les membres du couple ont vécu ces attaques. Je m'intéresse notamment à la durée de la relation conjugale, j'interroge la cohabitation des conjoints, leur situation matrimoniale, est-ce qu'ils avaient des enfants, et enfin j'interroge les épreuves passées, en essayant de me demander est-ce que les conjoints ont déjà eu à affronter par le passé des épreuves ensemble, et dans quelle mesure une maladie, un deuil ou un accident de la vie qu'on aurait vécu avec son conjoint peut être réutilisé pour la reconstruction. Pour ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les membres du couple ont vécu les attaques, j'interroge donc le lieu des attaques. J'essaie de comprendre si ça suppose des différences dans la reconstruction qui se passe ensuite. On sait par exemple au Bataclan que certaines personnes ont pu sortir au bout de 10 minutes, un quart d'heure. D'autres en revanche sont restées plus de 3 heures. Ensuite, j'interroge la présence des deux conjoints au moment des attaques. S'ils étaient ensemble, il est possible qu'ils aient été ensemble à un moment. Est-ce qu'ils ont été ensemble tout le temps? Est-ce qu'ils ont été ensemble puis séparés? Ou alors est-ce qu'ils n'étaient pas du tout ensemble? Et j'interroge également les réactions au moment de l'attaque en fonction de la présence des conjoints. Si les conjoints étaient séparés, on peut poser comme hypothèse qui semble assez rationnelle que si le conjoint victime oublie d'appeler son ou sa compagne, ça peut causer des problèmes dans la reconstruction future. Si les conjoints étaient ensemble, est-ce qu'il y a eu une réaction genrée de la part des conjoints et dans quelle mesure cette réaction genrée peut avoir des répercussions sur la reconstruction? Qu'est-ce que j'entends par attente genrée? Bien entendu, il s'agit de construction sociale. Il semble que ça ait un impact sur la reconstruction des personnes. Par exemple, j'ai pu voir que lorsque les hommes avaient une démarche active de protection et les femmes, au contraire, une démarche davantage passive, il semblait que la reconstruction par la suite soit plus facile. Deux exemples. L'un qui suit le schéma traditionnel de genre, c'est un couple, ils sont tous les deux au Bataclan. Lorsque l'attaque commence, le conjoint a comme première réaction de se coucher sur sa conjointe pour la protéger. Et en fait, tout ce temps-là, il a vraiment l'impression que grâce à cette attitude, il va lui sauver la vie. La femme, elle, est en revanche dans une attitude complètement de sidération. C'est ensuite lui qui décide de se lever, qu'ils doivent changer de place. Il se cache ensuite dans un local. Et là, à nouveau, le schéma traditionnel de genre se poursuit. Lui, il prend son téléphone, il contacte un commissaire de police. Il est vraiment dans une forme d'action, d'organisation, etc. Sa femme, qui reprend un peu ses esprits, elle qui est infirmière, va commencer à soigner plus ou moins une personne qui est blessée dans ce local-là. A l'inverse, je pense à un autre couple qui était ensemble également au Bataclan, qui est resté un certain temps, où l'homme se retrouve complètement prostré quand il comprend qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Il est incapable de prendre aucune décision, donc c'est sa compagne qui lui dit ce qu'il doit faire, qui devient très autoritaire. Les deux membres du couple le reconnaissent. Et il semble, pour ce second couple, que la reconstruction conjugale soit bien plus compliquée. Dans la majeure partie des cas, le rôle donné au conjoint change de catégorie. Première catégorie sur le conjoint absent, on ne raconte rien au conjoint. C'est particulièrement le cas pour les conjoints qui n'étaient pas ensemble au moment des attaques. Et tout se passe un peu comme si, dans un premier temps en tout cas, soit c'est vraiment le conjoint qui ne veut pas entendre, soit c'est la personne victime qui ne veut pas raconter. Ensuite, le conjoint thérapeute, comme support absolu, la personne victime ici raconte tout à son conjoint dans les moindres détails. C'est particulièrement le cas pour les conjoints qui ont été ensemble au moment des attaques. Il me semble que cette démarche sert souvent pour les personnes qui étaient ensemble à reconstruire une mémoire qui peut être parcellaire et construire une mémoire conjugale de ce qu'on a vécu. Troisième catégorie, le conjoint protégé, où le récit est davantage filtré, où le conjoint ici sert de support, mais il est protégé notamment des faits les plus choquants, sachant que ça ne veut pas dire que la personne victime ne parle pas à des tiers de ce qu'elle a vécu. Il est tout à fait probable d'avoir son conjoint comme un conjoint protégé et par ailleurs d'avoir un thérapeute à qui on peut raconter le reste du récit.